Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, je te parle de 5 pièges sommeil que j'entends encore trop souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, en consultation privée ou qui traînent ici et là dans le discours de société. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Et aujourd'hui, je commence par le premier parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu. C'est faux de penser que parce que tu as tout lu, tout entendu sur le sujet du sommeil, que toi, ça te met à l'abri des défis sommeil. Hein, Madame Ingrid Bayotte, qui est quand même une sommité dans le monde de la périnatalité, a déjà dit au cours d'une formation que malgré toute la bienveillance du monde, tu n'es jamais à l'abri d'un défi sommeil. C'est pas parce que tu fais du cododo fait de façon sécuritaire ou encore que tu fais des siestes contacts que tu allaites à la demande que ça te met à l'abri de défis sommeil. Et là, je suis pas en train de te dire que de lire sur le sujet du sommeil n'est pas quelque chose d'important. Je suis en train de te dire que de lire sur le sujet du sommeil, c'est quelque chose qui peut t'aider à mieux comprendre, à relativiser, à te préparer. Mais c'est pas quelque chose qui va être pratico-pratique. C'est un peu comme lire un manuel sur la course à pied. Ça peut t'aider à choisir la meilleure paire de chaussures selon ton rythme de course et ta foulée. Mais encore là, la meilleure façon d'apprendre à courir, d'aimer la course à pied, de t'initier à la course à pied, c'est encore de faire la course à pied. Fait que c'est un peu la même chose avec le sommeil. Même si tu as lu beaucoup de choses sur la théorie sommeil, c'est pas quelque chose qui te met à l'abri des défis sommeil. Et là, je suis pas en train de te dire de ne pas lire sur le sujet du sommeil. Je suis en train de te dire que lire sur le sujet du sommeil, ça peut t'aider justement, comme je le disais, à te préparer, à relativiser, à prévenir. Mais encore là, ça veut pas dire, ça te met pas à l'abri, ça ne te protège pas des défis sommeil qui peuvent arriver. Puis il y a une autre chose aussi que j'aimerais dire, pendant qu'on est là, pendant qu'on se parle, toi et moi, lire sur le sujet du sommeil, mais lire sur le développement de ton enfant, c'est 2 choses qui sont quand même vraiment très importantes quand on parle du sommeil de l'enfant. Pourquoi? Parce que oui, parler de sommeil, c'est important quand on parle de sommeil, mais le développement de ton enfant peut avoir quand même des impacts sur les habitudes de sommeil de ton enfant. Particulièrement quand on parle des régressions, comme la régression du sommeil des 4 mois, la permanence de l'objet, qu'on appelle aussi la fameuse phase de séparation, qui arrive aux alentours de 8-9 mois. Donc, tous ces sujets-là sont importants à maîtriser, mais ça ne veut pas dire que ça te met à l'abri des défis sommeil. J'en suis la preuve vivante. J'avais lu beaucoup de choses sur le sujet de mon fils et quand même, j'ai été très impactée par le sommeil fragmenté des premiers mois de vie de mon enfant. Je pose plus loin. Chez Beden Urbaine, on reçoit en consultation des mamans qui sont psychoéducatrices. Je reçois en consultation privée des mamans qui sont pédiatres. Je reçois des mamans qui sont des queens du développement de l'enfant et qui quand même ont besoin d'un point d'ancrage pour comprendre les habitudes de sommeil de leurs enfants et aussi comment améliorer les saines habitudes chez leurs enfants. Donc oui à la théorie, mais il faut encore arrêter de penser que ça te met à l'abri de tout défi sommeil. Le deuxième piège sommeil qui arrive souvent, c'est de comparer le sommeil du bébé au sommeil de l'adulte. Il y a des similarités, bien entendu, là, les neurotransmetteurs, le fonctionnement du sommeil et de ce besoin physiologique-là sont sensiblement les mêmes de l'enfant à l'adulte, mais il y a encore des parents qui sont surpris parce que les enfants se réveillent encore souvent la nuit, jusqu'à 12 mois, par exemple. Ça, c'est la théorie qui surprend encore, puis je me dis, ça fait quand même un petit bout qu'on la laisse traîner ici et là sur nos plateformes. Mais encore là, de comprendre qu'un enfant, jusqu'à l'âge de 3 ans même, jusqu'à l'apprentissage souvent du vocabulaire, de la communication parlée, peut se réveiller la nuit. Et ce n'est pas un mauvais dormeur, ce n'est pas un enfant qui a des mauvaises habitudes de sommeil, c'est que dans le développement de l'enfant, c'est important de se réveiller la nuit pour être certain d'être en sécurité, pour être certain qu'il y a quelqu'un qui veille sur nous. Combien de fois j'ai entendu, mon enfant de 5-6 mois se réveille encore aux 2-3 heures, c'est pas normal. Oui, c'est normal, mais je peux comprendre que tu sois fatigué, par exemple, mais des fois, c'est de faire comprendre aux parents que le bébé de 6 mois dort comme un bébé de 6 mois. Le problème, c'est pas le bébé de 6 mois, c'est peut-être la fatigue parentale qui est pas à négliger. Hein, on a le droit, puis il faut être entendu. Quand on est fatigué au bout du rouleau, ça peut avoir des impacts quand même très importants sur la vie en général. Donc, le parent a le droit d'être fatigué, il a le droit, subjectivement, de trouver ça difficile.
C'est correct de le faire, puis ça, il faut pouvoir en parler aussi que la fatigue parentale, ça peut avoir un impact très néfaste autant sur la famille que sur le couple, sur la personne en soi. Donc, ça ne veut pas dire que ce parent-là n'a pas le droit de recevoir de l'aide. Ça veut juste dire que le plan match-soleil, c'est peut-être pas de faire dormir son enfant plus longtemps. C'est pas d'éliminer des boires de nuit. C'est peut-être aux parents d'aller chercher un membre d'une tribu bienveillante à proximité de chez lui, d'aller chercher d'autres trucs, d'instaurer du cours de dos si le parent est trop fatigué, d'aller même l'autre membre de la tribu, hein, l'autre parent qui peut venir en renfort. Bref, de mieux comprendre que oui, le sommeil est quelque chose de très important autant à l'âge adulte que pour le bébé, et qu'ils ont quand même un fonctionnement différent. Ça, c'est vraiment très important parce que dans le monde du sommeil actuellement, il y a des philosophies qui vont prôner des trucs qui sont peut-être très efficaces pour gérer les troubles de sommeil à l'âge adulte, mais qui, d'un point de vue pédiatrique, là, qu'on revient à l'enfant d'âge préscolaire, ça fait aucun sens. Là, entre autres, vite de même, il faudrait qu'il dorme moins le jour pour qu'il dorme mieux la nuit. Oh my God! Ça, c'est vraiment quelque chose souvent cette privation de sommeil-là, c'est quelque chose qu'on va suggérer aux gens qui souffrent d'insomnie pour essayer d'augmenter la pression du sommeil, pour essayer de, concentrer, en fait, les heures de sommeil, pendant la période de nuit. Ou encore, un autre truc aussi, là, de mettre l'enfant le moins possible dans son lit pour qu'il comprenne que ça, c'est un endroit pour dormir. Ça, c'est encore un autre truc qu'on va donner aux adultes qui souffrent de troubles de sommeil. Mais encore là, quand on revient au développement de l'enfant, plus l'enfant fréquente le lit, plus il va s'acclimater à son environnement de sommeil, plus il va se sentir en sécurité. Plus il va se sentir en sécurité, plus il y a des chances qu'il soit capable de s'abandonner vers le sommeil. Fait que c'est pour ça que c'est important de comprendre que le sommeil en général a, oui, effectivement, ses similarités, mais que le sommeil de l'enfant et que le sommeil de l'adulte ne fonctionnent absolument pas de la même façon. Puis ça, c'est très important de passer le message parce qu'on va arrêter d'entendre des discours qui prônent des conseils qui ne font aucun sens. Je donne un autre exemple, là, l'obscurité totale. Totale. Il y a des adultes qui, effectivement, au moins, à la moindre luminosité, vont avoir de la difficulté à dormir. Mais un enfant, c'est pas censé dormir dans le noir total. Si on revient à notre homo sapienté en mode nomade, on est fait pour dormir dans une grotte. Dans une grotte, c'est rare que c'est le noir total. Je pousse plus loin. Dans ma grotte, il y a toujours d'autres homo sapiens pour que je me sente en sécurité. D'où la pratique du cours de dos qui peut favoriser le sommeil nocturne. Fait que c'est faux de penser que ça fonctionne exactement pareil. C'est faux de penser que c'est complètement différent aussi, mais de mieux comprendre pourquoi un enfant se réveille la nuit, pourquoi les siestes sont souvent plus difficiles à stabiliser. C'est toutes des choses qui peuvent aider. Puis pourquoi on fait des siestes? Pourquoi on fait des siestes? Plus on grandit, souvent, plus on va être capable de résister à cette fameuse pression au sommeil-là, ce qui fait que moi, à l'âge adulte, je suis capable de passer une journée sans faire une sieste. Et bien entendu, quand on tourne la pendule de l'autre côté, bien souvent, les personnes âgées vont va devenir un peu moins résistants à cette pression au sommeil-là. Souvent, c'est pour ça qu'on va avoir une sieste en plein milieu de la journée. Et ça, il y a très peu de parents qui vont comprendre l'importance des siestes, de comprendre que si un enfant, puis même en milieu, de dire en milieu de garde, souvent on va être très rapide à couper les siestes. Puis là, je veux pas blâmer les éducatrices qui font un travail extraordinaire, puis qui ont souvent plusieurs enfants à charge, puis c'est difficile effectivement de gérer les horaires de sieste, mais de couper des siestes, quand c'est trop tôt, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Puis c'est faux de penser que parce qu'il dort pas le matin, ben, il va juste plus dormir l'après-midi. Et encore là, il y a toujours des questions d'environnement, de bon timing, etc. Donc, on faut arrêter vraiment de penser que le sommeil de ton enfant fonctionne exactement comme le tien. C'est pas complètement faux, mais c'est loin d'être complètement vrai. Un autre piège sommeil que j'entends vraiment souvent parce qu'on fait quand même beaucoup la promotion de siestes poutine chez Ben& Ben. Les siestes poutine qui sont en fait des siestes n'importe où sauf dans le lit. Puis pourquoi ça s'appelle les siestes poutine? Parce que j'aime bien faire des parallèles avec l'entraînement physique. Donc la poutine est nécessaire à un régime alimentaire parce que ça fait du bien au mental. Souvent, il y a comme un genre de happening qui se retourne autour de la poutine, puis ça fait du bien mentalement et physiquement. C'est la même chose pour l'entraînement au sommeil, de focusser à ce que l'enfant dorme exclusivement dans son lit. Bien souvent, ça fait que des enfants, après ça, ils veulent plus nécessairement s'endormir n'importe où.
qui est un entraînement de dos réussi, c'est un enfant qui est tellement confiant et qui est tellement sécurisé dans son sommeil qu'il sait très bien que peu importe où il s'endort, il y a toujours quelqu'un qui veille sur lui. Puis ça fait partie aussi de notre identité, des fameuses siestes poutines. Et pourtant, j'entends encore, ouais, mais c'est parce que c'est pas aussi récupérateur de dormir dans une poussette que dans un lit. Ah ouais, pourquoi? Personne qui est capable de me répondre. Jamais. Parce que nous, on a l'impression que de dormir dans une poussette, on dormirait moins bien. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'adultomorphisme, hein. C'est de donner un principe de la vie adulte puis de l'associer à la vie, à la vie de l'enfant. Pareil comme les enfants qui s'endorment en voiture puis qui ont le cou cassé, on a comme toujours l'impression qu'ils vont avoir mal à la tête quand ils vont s'éveiller de toi. Suzanne, tu aurais mal dans le cou, c'est sûr que ça te que si tu dors pendant 1 heure et demie dans ton siège auto avec le cou cassé, c'est possible que tu en aies pour l'éternité. J'ai goût de te dire à te remettre de ton mal de cou. Mais, encore là, c'est quelque chose qui est une fausse croyance. C'est un piège sommeil que de vouloir que les parents s'encabanent à la maison. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, le printemps est en train de pogner au Québec. Les mamans ont besoin de sortir. On revit. La nature renaît. Nous, les mamans qui avons passé l'hiver en cabanée, renaissons de nos cendres tels des phénix. Donc, pourquoi? Qui suis-je? Qui sommes-nous pour dire aux mamans, non, faudrait vraiment que tu reviennes à la maison le plus rapidement possible parce qu'il faut vraiment que ton enfant, il dorme tout seul à l'horizontale dans son lit, alors que anthropologiquement parlant, ton bébé Homo sapiens en mode nomade a été programmé, je déteste cette expression, mais prête-la moi, le temps d'un balado, pour dormir en mouvement le jour. Hein? Mode nomade, le jour, je dors collé sur ma maman ou sur mon premier répondant Homo sapiens pendant qu'on bouge au cas de oui, etc. Et la nuit, je dors dans la grotte. Donc, oui, si on ne prenait exclusivement que les besoins et sommeil d'un enfant, le jour, sieste contact en mouvement, puis là, va pas t'arrêter à la lumière rouge. Je t'en supplie, parce que c'est sûr et certain. Si la tribu s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, il faudrait que je me réveille moi aussi. Et puis la nuit, ben, on dormirait dans une grotte. C'est pour ça que, flash news, la lumière qui est la plus favorable pour ta petite veilleuse dans la chambre de ton bébé Homo sapiens, ce serait une lumière qui est très chaude, orangée, rouge. Ça, souvent, ça va être la couleur qui va favoriser le sommeil, ben, qui va favoriser le sommeil. Je recommence. La lumière rouge ne favorise pas le sommeil, mais c'est elle qui a le moins d'impact sur la sécrétion de mélatonine, contrairement à la fameuse lumière bleue. Parce que c'est faux de penser que t'acheter de petite lumière rouge, pif, paf, pouf, tu n'auras plus de problème d'insomnie, là. Ça, c'est un excellent gros coup de marketing. Puis ça, en plus, tu dis que tes études ont été basées sur des choses que la NASA a analysées. Écoute, je ne sais pas combien de milliers de lampes rouges ils ont se vendre, mais il y en a certainement beaucoup qui se sont fait prendre par cette fameuse lumière rouge-là. Je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas, c'est juste que c'est faux de penser qu'il y a un gadget sommeil qui fonctionne pour tous les humains de la planète puis qui les aide les humains à mieux dormir. Parce que là, moi, je suis consultante en sommeil, je ne suis pas une experte sommeil. Il y a des gens dans des laboratoires qui se pètent la tête à trouver le pourquoi du comment on fait pour aider les gens qui souffrent d'insomnie, les gens qui trouvent, je parle beaucoup de l'insomnie, mais il y a plein de troubles de sommeil qui peuvent souvenir au cours de la vie humaine. Là. Fait que tous ces humains-là, tu en train de dire qu'ils ont fait des doctorats puis qui passent leur vie dans des laboratoires à mettre des électroencéphalogrammes sur des rats pour que finalement, il y ait un fabricant de lumière rouge qui ait trouvé, lui, la solution. Je suis en train de péter une coche. Semi, on dirait, hein? Mais c'est pas une coche, c'est juste que je viens. J'aime bien me porter l'avocate du diable sur ces petits gadgets de sommeil qui sont vendus comme étant le c'est grave. Moi aussi, j'en aurais une usine de lumière rouge si c'était vraiment ça qui faisait dormir des enfants. Tu comprends bien. Donc, le sommeil n'est pas nécessairement plus récupérateur dans le lit. Répète après moi, le sommeil de mon enfant n'est pas nécessairement plus récupérateur parce qu'il dort tout seul à l'horizontale dans le noir. Ça, c'est ton idée de la sieste idéale. C'est pas son idée d'une sieste idéale. Sors de chez vous. Va-t'en au parc. Prends ton sac de randonnée puis va faire un hike. Assois sur un banc de parc. Pousse la poussette avec ton pied pendant que tu lis le dernier roman que tu avais donc le goût de lire. Appelle ton ami, fais du social, sors de chez vous. C'est vraiment très important. La mission maternité qui nous est offerte ici au Québec, qui dure plus ou moins 1 an, c'est soit la plus belle année de ta vie ou c'est la pire année de ta vie. You do you. Mais là, je sais que si tu as un petit bébé, puis que l'été s'en vient, la pire chose que tu peux faire, c'est de t'encabaner pour gérer du sommeil.
Là, je t'en supplie, je t'en conjure, ne tombe pas dans ce piège sommeil-là de rester à la maison juste parce que tu veux que ton enfant dorme. Ton enfant, c'est important qu'il dorme n'importe où. Puis s'il a un droit de vote, particulièrement les premiers mois de sa vie, il veut dormir dans un endroit où il se sent vraiment en sécurité. Cet endroit le plus sécuritaire, selon son point de vue, à lui, c'est où? C'est les bras d'un répondant, d'un grand homo sapiens qui veille sur lui. Puis là, je passe du coq à l'âne. Je mixe mon point 3 au point 2. Tu sais, quand on fait des comparaisons avec le sommeil de l'adulte, là, je pense qu'on a oublié de calculer l'humanité de nos bébés. OK, je t'explique où je m'en vais avec mes skis. OK? Tu t'endors sur le sofa. Puis là, je trouve que tu as vraiment de l'air bien. Fait que je me dis, ah, t'as tellement de l'air bien. Je vais aller le déposer dans son lit. Car il dort paisiblement. Je vais la bouger puis je vais la déposer dans son lit. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça avec vos enfants? Tu sais, je sais pas si tu sens plus ton bras, là, tu sais, je veux dire, ou t'as vraiment envie de pipi ou X, Y, Z raison, faut que tu déposes ton bébé, que c'est pas impossible de faire. Mais arrêtez de penser, là, ton enfant dort dans les bras de sa maman. Ah oui, parfait, il dort, il s'est endormi, on va aller le déposer. Y a-tu quelqu'un qui s'est plaint, là? À moins que la personne qui a ton bébé des bras ait formulé une plainte quelconque, laisse ton enfant dormir. Ça va bien, on va faire la transition au grand lit. Pourquoi? Pourquoi? Y a-t-il une urgence derrière tout ça? Ouais, mais là, tout le monde dit, mais c'est qui tout le monde? Il y a tellement de choses qu'on va demander à un enfant ou qu'on va imposer à un enfant et dans ses habitudes de sommeil qu'on n'imposerait jamais à un adulte. C'est complètement fou. On va le coucher plus tard, il va mieux dormir. Es-tu comme des clous, Gaétane, tu peux-tu aller te coucher? Ben non, ben là, tu sais, ça marche pas. Il y a trop de choses qu'on demande à nos enfants qu'on ne demanderait jamais à un adulte, justement parce que c'est des enfants. Puis je trouve que c'est d'oublier que à la base, on parle bien d'un humain ici. Fait qu'arrêtez de bouger aux enfants qui dorment, c'est là que je m'en allais avec mes skis. Et surtout que je voudrais qu'on considère les habitudes de sommeil de l'enfant comme étant quelque chose de vraiment très important pour son développement. Puis je voudrais qu'on arrête de leur demander des choses qu'on ne demanderait pas à un adulte. T'endormirais-tu, toi, dans un lit de manteau qui pue le 24 décembre? Non. Est-ce que tu te coucherais 7 heures plus tard que ton heure habituelle juste parce que? Non. Est-ce que tu t'endormirais à Walt Disney dans Poussette juste parce que c'est l'heure de ta sieste? Non plus. Fait que arrêtons de demander à nos enfants de s'endormir un peu n'importe où comme c'est des enfants robots. Revenons à l'essentiel que ce sont des humains comme vous et moi, que moi j'ai 39 ans et demi et que je ne dors pas toujours de la même façon, que mon sommeil n'est pas aux heures fixes. Autre chose, mon Dieu, en disant ça, là, il faut absolument que ton bébé il dorme 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Non, Suzanne. Ton bébé, tu dois lui offrir des opportunités de sommeil. Tu dois considérer son besoin de sommeil. Et c'est pas vrai que ton bébé, c'est une horloge qu'il faut que tu le réveilles toujours à 6 heures, puis qu'à 7 heures, il faut toujours qu'il soit couché. Je dirais, à un moment donné, ça prend un peu de flexibilité dans tout ça. Je te dis pas à 4 heures près, là. Mais tu sais, 19 heures ou 19h15 ou 19 heures moins quart, c'est quasiment la même heure. Il faut toujours revenir à l'humanité et le sommeil en général. Puis c'est pour ça que le point numéro 1 de comprendre le sommeil, c'est important. Et ça ne veut pas dire que ça te met à l'abri des défis sommeil qui peuvent arriver au cours d'une vie, parce que les défis sommeil, il y en a quand même un changement physique, changement émotionnel, le développement moteur, qui peuvent, sont même trois sphères de changement dans la vie de ton enfant qui peuvent impacter son sommeil. Donc, on a compris que oui, il fallait lire sur le sommeil, mais ça ne mettait pas à l'abri de défis sommeil. On a compris qu'un bébé, ça ne dort pas comme un adulte. Et là, déjà là, en partant, juste ces deux pièges de sommeil-là, si on était capable de tout en parler ouvertement, de façon la plus abondante possible, déjà là, on sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de motherhood. De penser que le sommeil est plus récupérateur dans un lit qui est complètement faux. Donc, on va commencer à faire, toi et moi, encore plus la promotion de sieste poutine. Le quatrième piège, c'est de penser qu'il y a des consultants de sommeil dans ce monde terrien qui ont une formule qui fonctionne à 100%. Il n'y a personne qui a une formule qui fonctionne à 100% sur absolument rien. Parce que c'est faux de penser qu'il y a quelqu'un à qui parle qui a une baguette magique sommeil. Parce qu'encore là, je reviens à nos experts de sommeil qui se cassent le pied, puis qui se cassent la tête, puis ils font des études sur le sommeil, de penser qu'une consultante de sommeil, parce qu'une consultante de sommeil, ça a une formation,
un peu comme le programme de certification. Il y a des consultants de sommeil qui vont avoir des doctorats, mais souvent, elles ne s'identifieront pas comme étant des consultants de sommeil. On va avoir une docteure en neuropsy qui va aider les parents avec les habitudes de sommeil de leurs enfants. Elles ont un titre académique, donc plus poussé que le mien. OK, mais le consultant de sommeil, ça a une formation de base pour mieux comprendre le sommeil. Tu sais, elle, c'est important qu'elle comprenne la théorie. Là, tu sais, si ta consultant de sommeil n'est pas capable d'expliquer c'est quoi le sommeil agité, c'est quoi le sommeil profond, on a un problème. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que dans le monde de la consultation sommeil, ce qui est de la relation d'aide au final, c'est faux de penser qu'il y a une approche qui convient à tout le monde. Puis ça, c'est un très gros piège sommeil parce que je l'ai vu encore récemment sur un site Internet d'une consultante sommeil. Tous les parents qui ont acheté notre programme ont eu des résultats sommeil à 100. C'est dangereux. C'est honnêtement dangereux de promettre des résultats à 100 parce que quand on a des parents fatigués, inévitablement, on est un peu vulnérable dans notre fatigue. Fait qu'on est prêt à croire un peu n'importe quoi. OK? Et quand tu vas sur le site Internet ou sur les réseaux sociaux, que la consultante se vante d'avoir une formule qui fonctionne à 100 ben, tu te lances là-dedans. Puis là, souvent, ben, ces programmes-là, souvent, vont te permettre aussi d'être beaucoup plus dispendieux que les programmes les plus populaires. Donc, ce qui fait que le parent, lui, en consultant ça, se dit, bah, ça fonctionne à 100 donc investit des sous, investit du temps. Qu'est-ce qui arrive si ce parent-là est confronté à un échec? Ben, c'est sûr et certain que je me trouve poche parce que c'est garanti à 100. Comment ça, moi, j'ai pas réussi? Ça doit être mon enfant, ça doit être de ma faute. Fait imagine la pression qu'on met à ce parent-là de réussir à 100. Y a-tu quelqu'un qui a été capable de garantir un processus de remise en forme à 100? Y a-tu quelqu'un qui est capable de garantir quelque chose à 100 encore aujourd'hui, à ce jour, en 2025? La seule chose que je peux te garantir à 100 c'est que j'aime mon garçon. Mais sinon, après, à part de tout ça, sérieux, il n'y a absolument personne qui devrait garantir rien à 100. Ça, c'est vraiment, vraiment dangereux parce que autre chose sur cette gros coup de marketing-là, c'est que quand un parent visite un site Internet, consultant de sommeil ou qui va s'acheter une formation en ligne, bon, résultat garanti à 100. Et c'est quoi le résultat? C'est quoi l'objectif du parent qui achète ton programme? Je donne un exemple. Ah! Des résultats garantis à 100. Parfait, mon enfant à 4 mois, enfin, il va dormir pendant 12 heures d'affilée. Erreur. Le parent n'a même pas le bon objectif par rapport au stade de développement de son enfant. Tu es en train de dire qu'à 100 du temps, il va réussir à atteindre son objectif. Tenez-vous loin de toutes les méthodes qui garantissent des résultats ou qui vont garantir un 100 de réussite. Ça n'existe pas. C'est très dangereux. Et même que je le permets, une montée de lait, c'est absolument de ne rien comprendre du sommeil de l'humain que de garantir quelque chose qui fonctionne à 100. C'est aussi simple que ça. Il faut vraiment être déconnecté ou encore avoir une approche très sommeil de l'enfant, sommeil de l'adulte, c'est la même chose. Là. Puis entre par là, tu sais, je veux dire, docteur Céline Bastien serait probablement en train de s'arracher les cheveux sur la tête de savoir on garantit des résultats à 100. As-tu déjà entendu un médecin garantir quelque chose à 100? Un traitement contre le cancer, une solution au sommeil, un processus de remise en forme. Le risque zéro n'existe pas. C'est impossible dans une formule de garantir les résultats à 100. Sauf si tu lis le petit caractère. Parce que moi, je peux te dire, banane urbaine, résultat garanti à 100. 100 des parents se sont vus mieux dormir. C'est sûr et certain. Mais à combien de temps? En combien de temps tu garantis ces résultats à 100 là? Là, si tu garantis à 100 des résultats dans 3 jours, sérieux, t'es dangereuse. Ça y est, j'ai pété une coche dans un micro, n'est-ce pas? Mais je me donne le droit en 2025 d'être de moins en moins nuancée parce que je suis tannée de lire des affaires sur le sommeil de l'enfant qui font aucun sens, qui font paniquer les parents, qui les amènent vers des chemins très nébuleux de formules pré-mâchées. C'est aberrant le monde du sommeil. Puis c'est pour ça qu'on continue à former des consultants de sommeil chez Beden Urbaine pour justement faire taire ces discours-là qui sont archaïques, qui sont dangereux, qui sont stressants, puis qui profitent justement de la vulnérabilité des parents, puis qui sont vraiment des entreprises
je sais pas, Ben Norben n'est pas une entreprise, qui sont vraiment beaucoup plus basés sur le résultat que sur la compréhension. Si vous remarquerez, souvent, ces approches-là, ça va être, on va se baser beaucoup plus sur le résultat. Tu sais, ton enfant va dormir, plutôt que pourquoi il se réveille la nuit, pourquoi il se réveille en pleurant. Il y a très peu de le pourquoi. On est beaucoup sur le comment gérer le problème, alors qu'on oublie de le besoin qui se cache derrière ce défi sommeil-là. Dernier, pardon, piège de sommeil que j'aimerais exposer aujourd'hui, c'est de penser que le plan de match sommeil qui a si bien fonctionné pour ton ami et son bébé, que ça va fonctionner pour ta diade à toi. Ton bébé, c'est pas le bébé de ton amie Julie. Tu n'es pas ton amie Julie. Fait que c'est important. Je te dis pas de pas le laisser. OK? Parce que tu sais, moi, si je pouvais sauver des sous et de ne pas appeler une consultante de sommeil, c'est sûr je le fais. OK? Puis ton amie Julie, c'est bienveillante, bien souvent, elle va t'expliquer un peu comment elle a fait. Puis ça serait la première chose que moi aussi, honnêtement, j'essayerais. C'est sûr et certain qu'une expérience humaine, le cerveau collectif, est quelque chose dont on doit s'abreuver abondamment. Mais encore, quand ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que ton bébé est pas bon, puis c'est pas parce que ton amie Julie est une menteuse non plus. Ça veut juste dire que le plan de match était peut-être pas en adéquation avec les besoins de ton enfant. Puis ça, c'était pas de un mauvais bébé, c'était pas de toi une mauvaise maman, c'est juste un mauvais plan de match sommeil. C'est pour ça que d'avoir recours à une consultante sommeil, ça peut vraiment aider. Et là, j'ai goût de faire une blague. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux, il y avait un reel d'une consultante sommeil, justement. Là, elle faisait un peu avec la calculatrice, il y avait comme un bruit de calcul, puis là, elle disait 180 $ pour un Moïse, 225 $ pour un siège d'auto, parler à une consultante serait, ouh, c'est beaucoup trop cher. Et pourtant, de mieux comprendre, d'avoir un bon plan de match, d'avoir quelqu'un pour t'écouter, t'appuyer, puis te supporter dans ce processus-là, ça peut réellement faire toute la différence du monde. J'ai le goût de lancer un big up à mon amie Léa, nouvellement maman d'une jolie petite fille qui elle me texte de façon correcte. J'ai pas trop de messages textes, mais je suis certaine que ça fait quand même une différence que son ami Marie-Pierre soit devenue consultante sommeil. Parce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec des vraies connaissances qui va donner des vrais outils, qui va te supporter réellement, qui va te taper dans le dos avec chaque petite réussite, puis qui va te tirer vers le haut. Ça fait vraiment, vraiment une différence, particulièrement quand on manque de sommeil. De voir la lumière au bout du tunnel, ça devient vraiment, vraiment difficile. Fait que d'avoir quelqu'un sur qui compter, ça peut réellement faire une différence. Donc, je ne suis pas en train de te dire que le plan de match sommeil de ton amie Julie ne fonctionnera jamais pour un autre enfant. Il y a encore beaucoup de théories sommeil qu'on est capable d'utiliser d'un enfant à l'autre. Mais il y a encore le 20 de la loi de Pareto. Tu sais, à 80 la théorie sommeil, ça peut fonctionner, mais il y a toujours un petit 20 ici qu'il faut réajuster en fonction du tempérament et du stade de développement de ton enfant, de tes valeurs parentales, de sa place dans la fratrie. Bref, il y a tellement de choses à analyser. Puis c'est pour ça que même quand tu as une petite question sur Instagram, j'ai rarement une petite réponse. Fait que c'est pour ça que souvent, tu es obligé de t'envoyer vers un service personnalisé parce que, premièrement, parce que je reçois quand même beaucoup de messages sur Instagram dans une journée. Puis je ne peux pas nécessairement commencer à faire des consultations privées avec chacune d'entre vous. Mais ça prend réellement quelqu'un qui va être capable de faire la synthèse de tout ça, puis qui va être capable de t'outiller, puis de te réaligner si besoin est, ou de te dire, écoute, moi, je vois pas ce que tu pourrais faire de plus, là. Je pense que c'est vraiment le temps, vraiment le temps qui doit maintenant faire ton travail. Fait que ces 5 pièges-là, c'est des choses que j'entends souvent, que ce soit en consultation privée, sur des comptes de réseaux sociaux de d'autres consultants sommeil ou encore quand je vois parler de sommeil au quotidien. Même des fois, les professionnels de la santé vont avoir des discours qui sont un peu erronés au niveau du sommeil de l'enfant. Puis c'est pour ça que le métier de consultant sommeil est un vrai métier. C'est une vraie formation. C'est vraiment un service qui gagne en popularité, mais qui est aussi très important auprès des nouvelles familles parce que le manque de sommeil, ça peut vraiment avoir un impact autant sur la personne, le parent en soi, sur le couple, sur la famille, même que là, on est rendu avec un discours un peu plus corpo de dire aux gens qui s'occupent des ressources humaines des grosses entreprises, c'est que d'avoir accès à une consultation privée, ça peut peut-être consultant au sommeil, je ne sais pas pourquoi j'ai dit consultation privée, puis de permettre aux employés qui reviennent de leur mission de parentalité, d'avoir accès à consultant sommeil,
C'est sûr et certain, ça peut favoriser le retour au travail, que c'est moins stressant, l'intégration à la garderie. Qu'est-ce qu'on dit avec l'éducatrice? Comment on fait ça, l'intégration? Il y a tellement de choses puis de questions sommeil qui restent irrépondues ou encore, ben là, avec l'intelligence artificielle, j'ose croire que les parents posent des questions à ChatGPT. Ce serait bien correct, ce serait bien correct. J'avais fait le test, honnêtement, avec ChatGPT, savoir s'il répondait n'importe quoi ou si vraiment ses conseils étaient véridiques. Mais peu importe. C'est que la relation d'aide, ça va toujours être un plus, puis que l'humain est fait pour fonctionner ensemble en société, est fait pour s'entraider, est fait pour se s'outiller, est fait pour se supporter dans tout ça. C'est ça, le métier de consultant de sommeil. Puis heureusement, mais là, grâce à cet épisode de balado, au moins, on a éliminé quand même 5 gros, très gros pièges sommeil sur le sommeil, justement, de l'enfant. Donc, ensemble, on va continuer d'avancer. On va briser des barrières, on va briser des vieux discours archaïques, des fausses croyances. Puis c'est un peu ça, aussi la philosophie urbaine, c'est d'en rire un peu, de vulgariser, mais aussi de faire réaliser aux parents que le sommeil de l'enfant, c'est quelque chose qui est unique, qui est très important, que c'est un besoin physiologique, que c'est important de le considérer autant que l'alimentation, que le développement moteur, et que tranquillement, mais sûrement, on va justement éliminer ces pièges sommeil-là qui sont trop faciles à prendre quand on est fatigué et vulnérable en tant que parent. Je te dis à très bientôt, Top Top Mom! Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.